Vous êtes prêts? C'est Zygospi. Zygospi, c'est l'émission des enfants de l'hôpital de Nantes. Zygospi. Bonjour à tous. Yann Serré n'est pas un écrivain voyageur comme les autres, il nous l'a déjà démontré dans 2 émissions précédentes sur notre antenne à travers ses livres Népal Solo 1 et 2. Cette fois, il a répondu à l'invitation des jeunes hospitalisés au CHU de Nantes qui l'ont accueilli pour cette 135e de Zygospi, direction l'Himalaya et le Népal. Nous sommes aujourd'hui dans un nouveau numéro de Zygospi. On va à voyager. On avait déjà voyagé le mois dernier, on était parti au nord de l'Europe. Aujourd'hui, on va faire un plus grand voyage et avec un voyageur un peu différent des voyageurs traditionnels qu'on a l'habitude de recevoir ici. C'est Yann. Bonjour Yann. Bonjour. Alors, je voudrais qu'avant qu'on commence ou qu'on aille dans une région qui va nous intéresser dans cette émission, c'est le Népal, que tu expliques un peu aux jeunes les différentes régions où tu as été plus ou moins longtemps. Voilà. D'accord. Alors, je suis pas un grand voyageur à proprement parler. Le voyage, c'est surtout un voyage intérieur et les voyages donc extérieurs et géographiques, c'est pour découvrir des gens et des cultures. Donc, j'ai commencé tout simplement par notre pays de naissance, la France. Pour la plupart d'entre nous, donc un tour de France de 2 mois pour vraiment découvrir notre pays. Ensuite, ça s'est un petit peu élargi avec l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Écosse, l'Irlande, la Belgique, l'Allemagne, la Pologne, l'Italie. Vous voyez, c'est pas si loin que ça. Après, un peu plus loin, j'ai fait l'Amérique centrale à de nombreuses reprises, les Antilles. Et ensuite, mon envie de découvrir l'Asie, donc Thaïlande plusieurs fois, Népal évidemment plusieurs fois, et Inde. Et le royaume du Sikkim aussi, qui se trouve à la frontière du Tibet, de l'Inde et du Népal. Alors il y a eu 2 voyages au Népal, il y a eu un voyage aussi en Inde, 3 voyages au Népal, un voyage en Inde, 3 au Népal, et ça aboutit aussi 4 au Népal, et ça aboutit à l'écriture de 2 livres. Tu veux peut-être en dire 2 mots avant qu'on rentre dans le vif du sujet. 2 livres oui, qui s'appellent Népal Solo, donc pour signifier au plus simple que c'est des voyages en solitaire, sans guide, sans porteur et sans moyen de communication dans l'Himalaya. Donc, si vous voulez bien, je vous poserai tout à l'heure, on posera quelques questions, de savoir quelles sont les raisons qui t'ont poussé justement à aller dans cette région. On a fait circuler quelques photos où on voit les sommets qui sont énormes, puisque c'est les plus grands sommets du monde. Alors, les raisons pour lesquelles tu es allé si souvent dans cette région de l'Asie? 2 raisons. La première, c'est la découverte du bouddhisme à l'âge de 30 ans, du yoga et du bouddhisme, et en particulier du bouddhisme tibétain, qui est une branche très particulière du bouddhisme. Donc je voulais aller voir de mes propres yeux cette fameuse branche du bouddhisme tibétain. Et la deuxième, c'est géographique, tout simplement, aller voir les plus hauts sommets du monde et communier avec aussi bien ces montagnes que les gens qui y vivent, qui sont un petit peu plus maintenant, enfin de moins en moins, mais qui ont vécu pendant des centaines d'années coupés du reste du monde, puisqu'ils habitaient à plus de 4000 mètres d'altitude. Très bien. Je vais te demander de t'asseoir, Yann, on va se mettre à l'aise. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une première question, peut-être Comment vous faisiez pour vous orienter? Alors, on part sur l'orientation, déjà. Oui. L'orientation, alors une petite carte toute simple, qui sont pas toujours très justes, on peut même se perdre assez facilement. Donc, une carte que j'avais avec moi tout le temps, et dont je me servais pas trop, parce qu'en fait, dans le très haut Himalaya, il y a pas beaucoup de chemins, donc du coup on peut pas beaucoup se perdre, c'est pas comme les rues de Nantes, c'est pas plein de chemins dans tous les sens, c'est 1, 2, 3 chemins, donc des fois on sort la carte quand on hésite sur 3 chemins qui se séparent, mais c'est pas si compliqué que ça. Voilà. Je voudrais peut-être juste insister sur le fait que la région où Yann est allé, c'est la région où se trouve l'Everest, qui est un plus grand sommet du monde, où il y a beaucoup de trek, beaucoup de gens qui y vont pour escalader cette montagne, mais les autres également. Faut bien insister que c'était pas du tout ton cas et que tu as décidé d'y aller. Tu l'as expliqué un petit peu les raisons tout à l'heure, mais que tu as aussi décidé d'aller faire le voyage sans guide,
sans porteur, ce qui est assez rare. Et en hiver. Le but, c'est de s'isoler du reste du monde et pour avoir une réflexion intérieure et essayer de comprendre qui on est vraiment quand il n'y a plus de sollicitations telles que la télévision, les supermarchés, Internet, le smartphone et même ne serait-ce que ses propres connaissances, ses amis, sa famille. Essayer d'être vraiment seul du lever au coucher du soleil parce que le but, c'était aussi quand même le soir d'aller dormir chez l'habitant pour pouvoir avoir un contact humain avec ces gens. Et donc la journée, être absolument seul au milieu de ces montagnes et pouvoir découvrir qui on est vraiment dans la difficulté physique, mais aussi dans l'allégresse de ce qu'on découvre, de ce qu'on a sous les yeux. Le but n'était pas d'aller jusqu'au sommet de l'Everest, 8000 mètres, et les autres, parce qu'il y a plusieurs sommets. Quelle a été la hauteur, le point culminant où tu as été? Le point culminant, il est sur les photos qu'on a vues. C'est 5650 mètres d'altitude. Donc c'est des altitudes en hiver où on peut aller seulement quand la météo est parfaite. Donc on n'y va pas les jours de grand vent ou les jours de neige. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Oui. Quelle température il fait là-bas l'hiver? Oui, c'est une bonne question. Alors en fait, les gens s'imaginent qu'il fait extrêmement froid, ce qui peut arriver, mais c'est pas toujours le cas parce que le Népal est à la même hauteur que le Sahara. Donc c'est quand même assez au sud et on peut même très étonnamment trouver des orangers ou des bananiers jusqu'à 2700 mètres d'altitude. Ça m'est arrivé de dormir chez l'habitant et le soir en dessert j'avais le droit à des oranges ou à des bananes. Et les premières fois je me disais mais c'est fou, d'où est-ce qu'ils ramènent ça? Et ils rigolaient, ils me disaient bah on les cueille dans la nature tout simplement. Après évidemment plus tu montes plus il fait froid. Il faut savoir par exemple en hiver le sommet de l'Everest donc à 8850 mètres d'altitude il peut faire jusqu'à moins 50 degrés et 300 km/h de vent. Donc voilà pourquoi on n'y va pas l'hiver. Et après, aux altitudes où moi je peux monter, la nuit il peut faire en effet extrêmement froid. Pour te donner une idée, genre j'avais pas de thermomètre avec moi, mais pour te donner une idée, au réveil le matin, alors que je dormais à l'intérieur, la bouteille d'eau était congelée comme sortie du congélateur. Donc j'estime qu'il devait faire entre moins 10 et moins 15 degrés dans la chambre. Vous avez vu les photos? La plupart du temps, le ciel est bleu. On s'étonne puisque c'est l'hiver. Tu m'as dit qu'effectivement la neige c'est plutôt avant l'hiver ou à la fin de l'hiver ou au début de l'hiver du moins. Tout à fait. Autrement, il y a vraiment la période de la mousson, la fameuse mousson qui est juillet-août, où là il peut y avoir des quantités de neige très abondantes. Mais l'hiver, fort heureusement, la plupart du temps c'est un ciel dégagé. De toute façon, comme on disait tout à l'heure, les jours où il y a de grands vents ou de la neige, il est fortement déconseillé d'aller se promener tout seul dans le haut Himalaya dans ces conditions-là. Vous avez vu les photos? Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Emma. Quel âge avez-vous? Je vais avoir 49 ans. Donc oui, ça veut dire qu'on peut aller à n'importe quel âge dans cette région? Alors, par exemple, je vais vous donner un exemple précis. Lors de mon premier périple, j'ai rattrapé un japonais qui avait 70 ans et dont c'était le rêve d'aller au sommet que j'allais rejoindre, qui s'appelle le Kalapatar, donc à 5600 mètres d'altitude. Il avait 70 ans et il était seul. On a parlé tout à l'heure des difficultés physiques qu'on peut connaître dans ces montagnes. Explique-nous jusqu'à quelle altitude on peut aller sans oxygène, parce que quand on atteint l'Everest, il faut avoir des bouteilles d'oxygène. Et ce qui t'a marqué beaucoup, ça a été t'as souffert du mal des montagnes, qui aurait pu te coûter la vie. Oui. On commence à ressentir le mal des montagnes. C'est pas pareil pour tout le monde, ça dépend de l'organisme de chacun. Pour les plus bas, 2500 mètres d'altitude, et il y a des gens qui n'en souffrent pas du tout, c'est assez rare, mais des gens qui n'en souffrent pas du tout. Donc c'est à partir de 2500 mètres d'altitude. La majorité des gens, c'est autour de 3000, 3005. Pour ma part, c'est flagrant, c'est-à-dire que dès que je commence à avoir très mal à la tête et la nausée, je sais que je suis à 3300, 3400 mètres d'altitude. C'est systématique, je sais que c'est là que je suis. J'ai eu l'occasion de lire son livre où je voudrais qu'on insiste un peu là-dessus parce que quand on lit tes lignes, il y a eu un moment, heureusement qu'il y a eu t'as pu avoir des médicaments, la folie peut-être t'aurait poussé aussi à aller plus haut et ne pas faire attention, que t'as été même vraiment au point limite puisque t'as été jusqu'à cracher du sang et avoir des gros problèmes respiratoires. Oui, j'ai fait un œdème pulmonaire. Donc, c'est-à-dire qu'on a de l'eau qui rentre dans les poumons. Et si on ne redescend pas, ou même si quand on a la folie comme moi de continuer à monter, le niveau d'eau va monter de plus en plus haut dans les poumons et on va mourir d'asphyxie, tout simplement. Alors, entre guillemets, il vaut mieux avoir ça que l'œdème cérébral, qui est donc un caillot qui se provoque dans le sang et qui malheureusement peut être fatal. Et comme un des symptômes du mal des montagnes, c'est les maux de tête, on peut malheureusement penser qu'on est juste victime de maux de tête dus au mal des montagnes et pas se rendre compte qu'on est en train de faire un œdème cérébral. Bon, qui veut poser une question? On va peut-être expliquer une
une question? Quel équipement vous emmenez quand vous partez comme ça Alors, vous vous doutez des vêtements chauds, évidemment. Une couverture de survie en cas d'accident, si par exemple je venais à faire une mauvaise chute. 3 ou 4 paires de gants qu'on arrive à enfiler les uns sur les autres quand on a vraiment très froid. Après, une trousse à pharmacie aussi, surtout quand on est seul. C'est à peu près tout. Après, ce qui pèse beaucoup sur le poids du sac à dos, c'est qu'il faut boire entre minimum 3 et 4 litres d'eau par jour. Donc on a toujours, il faut essayer d'avoir toujours de l'eau sur soi. Et entre 3 et 4 litres, en tout cas au départ, donc ce qui représente déjà 3 à 4 kilos dans le sac le matin quand on part. Oui. Qui veut bien poser une question? Ou alors par rapport peut-être aux photos, est-ce que tu as une question? Non. Non. Alice? Non. Mathilde? Non. Non plus. Emma non plus? Si? Bon, c'est moi qui vais les poser. Hein. Si, attends, on va peut-être... par rapport aux photos, tiens, justement. Parce que là, on a un certain nombre de photos assez intéressantes. Est-ce qu'il y en a une qui te marque plus que les autres? Oui. Le lac. La couleur. Alors c'est pas une photo qui a été trop retravaillée parce que il y a une couleur absolument magnifique des lacs. Alors ce lac turquoise, il n'y a aucun filtre, il est vraiment turquoise comme sur la photo. Il se trouve à 5000 mètres d'altitude dans un petit hameau qui s'appelle Gokyo. Et donc il fait partie d'un ensemble de 5 lacs qu'on trouve entre 4900 et 5600 mètres d'altitude. Ils ont chacun une couleur particulière et le plus connu, tu te doutes, c'est évidemment celui-là pour sa couleur turquoise. Il y a quand même pas mal de lacs, c'est une eau potable. Potable, je sais pas. En tout cas, elle descend directement d'un glacier qui est le glacier du Shōyu qui fait 8200 mètres d'altitude. Elle avait l'air assez propre, oui. Alors, on va voir. Est-ce qu'il y a une autre, Emma, une autre question par rapport aux photos? Quels animaux as-tu croisés? Alors, au-dessus de 4000 mètres d'altitude, il y a très peu d'animaux. Donc, comme tu as pu voir sur les photos, il y a des yaks qui correspondent un peu à notre vache, mais beaucoup plus gros et avec un poil beaucoup plus épais qui est adapté aux températures qu'ils peuvent rencontrer. Donc, au-dessus de 4000 mètres, comme tu peux voir sur la photo, il y a assez peu de choses. Donc, ils mangent des espèces de mousses et des arbres avec des pics que nous, on ne toucherait pas parce qu'ils sont vraiment très piquants. Et dans les cieux, par contre, tu vas avoir des aigles et des vautours. Mais il y a très peu d'animaux au-dessus de 4500 mètres d'altitude, il y en a assez peu. Le yak, il sert à la fois, il donne son lait, il donne sa peau, il y a la viande éventuellement? Alors, le yak, il va essentiellement servir pour le transport, parce que dans cette région, il n'y a aucune route carrossable, donc il n'y a ni vélo, ni moto, ni voiture. Donc là, on va se servir du yak pour porter les charges les plus lourdes. Tout ce qui est, par exemple, tout ce qui va servir pour les treks des trekkers internationaux. Il va en effet donner du lait, qui donne lieu soit à du lait, soit à du fromage. En théorie, les bouddhistes ne mangent pas de viande, donc il n'est pas censé être mangé. Je dis bien pas censé, parce qu'arrivé à une certaine altitude, s'il n'y a plus rien d'autre à manger, je pense que ça peut arriver. Ensuite, les aigles, non, on n'y touche pas trop, ni les vautours, vous vous doutez bien. Je voudrais parler d'un animal mythique, tu l'as évoqué dans une émission qu'on a pu faire ensemble il y a quelque temps. Je ne sais pas si, alors moi je prends comme exemple, puisque beaucoup de jeunes ont lu Tintin, Tintin au Tibet par exemple. Dans Tintin au Tibet, il y a un animal que l'on retrouve. Est-ce que quelqu'un s'en souvient, est capable de me parler de cet animal? Moi je sais. Ça te dit rien? Personne n'a lu Tintin au Tibet? Si? Le Yéti. Dis-le plus fort. Le Yéti. Le Yéti. Parlons-en justement du Yéti. Animal mythique ou est-ce que c'est un animal qui existe ou qui aurait existé? Pour nous, animal mythique, en tout cas. Pour eux, animal réel. Il y a même un monastère, le monastère de Pangboche, où il y a un crâne et une main d'un Yéti. Et eux, ils croient dur comme fer. Donc j'ai eu le privilège de voir cette main et ce crâne lors de mon premier voyage himalayen. Et je peux vous dire que le lama qui ne parlait pas anglais, donc on n'a pas eu beaucoup d'échanges verbaux, me faisait bien comprendre que c'était pas de la blague, quoi, que ça existait vraiment, que c'est pas un yéti, c'est une race d'animal. Donc il y a des yétis dans l'Himalaya pour ces gens. On pense qu'il existerait encore ou peut-être un animal disparu aujourd'hui? Alors, il y a eu des recherches de fait scientifiques, surtout dans les années 50, il me semble. Il y a déjà eu des photos plusieurs fois de traces de pieds qui correspondraient au Yéti.
Il y a eu quelques vidéos, quelques photos de fêtes. Alors, savoir si elles sont trafiquées ou pas, je peux pas dire. Je sais aussi que dans l'extrême nord du Canada, il y a ce qu'on appelle le Bigfoot, qui correspond exactement aussi au Yeti. Donc, moi, je serais plutôt tenté de croire que c'est possible. Très bien. Emma, une photo en main. Qu'est-ce qu'on voit sur cette photo, là, Emma? Une dame qui transporte je sais pas quoi. Voilà, une dame, sans doute très âgée, qui porte quelque chose sur le... Je dirais c'est sur son dos, c'est maintenu par sa tête, son front. Hein. Exactement. Donc c'est une dame assez âgée. On en croise beaucoup dans l'Himalaya et le panier qu'elle porte en fait sert à ramasser des feuilles et des herbes de plantes parce qu'il y a toute une médecine traditionnelle dans le bouddhisme tibétain et il y a ce qu'on appelle des chamans ou des lamas ou des médecins tibétains qui se servent des feuilles et des plantes que ces gens cueillent dans l'Himalaya. Donc ils savent exactement ce qu'ils cherchent et ce qu'ils cueillent. Et ils le ramènent et je pense que ça leur rapporte un petit peu d'argent. Et on voit également une autre photo. Hein, peut-être une question, Mathilde. C'est pour savoir ce qu'il y avait sur la photo. Sur celle-ci. Alors, oui, là, c'est une autre. Alors, c'est un porteur avec des planches et une tôle ondulée qui va servir de toit pour une maison. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a aucun autre moyen que de faire tout à pied. Donc, en fait, ces gens sont payés pour monter des planches et des bouts de toit pour construire des maisons. Il faut savoir qu'ils sont payés au poids. Donc, le but, c'est d'en monter le plus possible en une seule fois. Donc, j'ai vu des gens qui portaient jusqu'à 70 kilos sur leur dos. Et quand vous leur demandez pourquoi, en leur disant que c'est complètement fou, ils vous disent je préfère faire un seul aller à 70 kilos que 2 allers-retours à 35. Au cours de ton périple, tu vas aller dans plusieurs petits villages. De nombreux villages ne sont accessibles qu'à pied. La quasi-totalité, oui. On sait que le Tibet, le Népal, pardon, a été touché par un tremblement de terre grave il y a assez peu de temps. Donc on peut imaginer les difficultés pour atteindre les villages. Alors le fameux tremblement de terre, c'est avril 2015, 7,8 sur l'échelle de Richter, quand on compte, je crois, 8 ou 8,2, donc on est quasiment sur le maximum. Ce qui est très étrange, c'est que d'une vallée à une autre, il y avait des villages totalement détruits et d'autres villages qui étaient très peu touchés. Donc il y a des villages qui sont en reconstruction encore au jour d'aujourd'hui et d'autres qui n'ont pas été trop affectés. Une autre question où je vais je vais en poser une par rapport. On a vu cet homme et cette femme qui portaient des charges importantes. On parle beaucoup quand on parle des treks dans l'Himalaya, des Sherpas qui sont des porteurs. Mais sait-on réellement qui ils sont? Parce que souvent ce sont des familles, des dynasties de porteurs qu'on appelle Sherpas. C'est une bonne question parce que dans l'inconscient général de l'occidental, on pense que on associe toujours Sherpa à porteur, alors qu'en fait ce sont des ethnies. Il faut savoir qu'au Népal, il y a une centaine d'ethnies, comme les ethnies qu'on peut trouver par exemple en Afrique. Et en effet, ce sont des grandes familles. Et il faut savoir que au jour d'aujourd'hui, quand vous prenez un porteur, vous avez pratiquement aucune chance pour que ce soit un Sherpa, parce qu'ils sont les pionniers du trek himalayen occidental et que la plupart se sont entre guillemets suffisamment enrichis pour avoir des commerces, par exemple. Et donc, il y a peu de chances pour que votre porteur soit un Sherpa. Il y a plus de chances pour qu'il soit Rai ou Tamang ou enfin d'une autre ethnie. Qui veut bien poser une question? Oui. Est-ce que y a des grands villages? Il y a un seul grand village qui s'appelle Nanshe, qui est donc la capitale de cette région qui s'appelle le Sulukhumbu. J'ai pas pensé à m'amener une photo de ce village, alors j'aurais dû, c'est vrai. Après, ça n'a rien à voir avec une ville comme Nantes, c'est tout petit. Mais après, plus on monte haut, plus c'est petit. Il y a des endroits où il y a 1 ou 2 maisons. Oui, tu peux peut-être nous expliquer que tu as dormi aussi dans des relais, dans des villages. C'était pas des hôtels, hein. Tu expliques comment tu dormais quasiment sur une planche, dans une chambre où l'air rentrait. T'as dit tout à l'heure, un matin, tu avais une bouteille d'eau gelée. C'est des conditions quand même rudimentaires. Oui, alors ça c'est en train de changer profondément parce qu'il y a de plus en plus de gens qui vont faire des treks dans le Haut-Himalaya et qui sont en demande d'un confort à l'occidental. Donc il y a de plus en plus, entre guillemets, d'hôtels classiques, ça existe. Là, le but, c'était en effet d'aller chez l'habitant, chez des gens qui habitent dans des petites maisons assez rudimentaires en pierre sèche. Et la seule pièce où il y a du chauffage, si chauffage il y a, c'est soit le salon, s'il y a un petit poêle en fonte dans lequel on se chauffe à la bouse de yak. Il faut savoir qu'ils récupèrent en fait les cacas des yaks qui font sécher contre les murs sur la face sud au soleil. Et quand c'est bien sec, le soir, on met ça dans le poêle. On arrose avec un petit peu d'essence et on fait brûler ça et ça marche très bien. Ça d'ailleurs, ça serait à réfléchir pour nous avec les quantités de vaches qu'on peut avoir en France. Et autrement, c'est le chauffage de la cuisine pour les plus pauvres tout simplement, avec très peu de bois parce que
Dans les années 70 et 80, les trekkers justement occidentaux voulaient du chauffage et donc les forêts ont été assez décimées. Donc là maintenant, on fait à nouveau du bois durable. Et donc, comme on l'a expliqué tout à l'heure, au-dessus de 4000, 4005, de toute façon, il n'y a pas de bois du tout. Je crois qu'Emma a une question. Mais ça montre quoi, ce rond? Regarde bien de loin. Effectivement, sur cette montagne, qu'est-ce qu'on aperçoit? Regarde bien la photo. Je crois que c'est bien ça, bravo. Bravo, c'est exactement ça, c'est un visage. En l'occurrence, de ce que je vois moi, parce que c'est subjectif, c'est un visage de femme. Oui. J'ai l'impression qu'elle est plus féminine que masculine. Regarde bien, moi j'ai plutôt l'impression de voir un visage de femme qu'un visage d'homme. J'ai l'impression qu'il y a plus de douceur et de tendresse. Donc je penserais plutôt à un visage de femme. Ça a été une des découvertes de ces voyages, le lien que j'avais avec les montagnes et l'énergie qu'elles peuvent dégager. Et en l'occurrence, cette montagne-là, c'est la montagne la plus sacrée de cette région, qui a un nom féminin et qui correspond à un pendentif que portent uniquement les femmes Sherpas. Donc c'était très surprenant de découvrir ce visage féminin sur cette montagne. Pour moi, c'était pas une coïncidence, évidemment. J'ai trouvé une logique. Est-ce que y a d'autres photos que vous voulez qu'on en discute? Voilà. Alors, Emma, qu'est-ce qu'on voit sur cette photo? On voit une fille. Ouais. Alors, ici, Yann, il y a un visage. Tu as pris en photo une jeune fille. Je pense que ça a été pris en Inde et non pas au Népal. Peux-tu en dire deux mots justement sur ses origines? On va parler de l'histoire de cette petite jeune fille, qui est donc une jeune fille intouchable. Il faut savoir que dans la religion hindoue, il y a des castes, et hors caste, il y a ce qu'on appelle les intouchables, c'est-à-dire des gens qui naissent dans des familles dites d'intouchables, qui sont pratiquement interdits de tout, même de travail. Donc ils ne font que les travaux rudimentaires que les autres ne veulent pas faire. Et pourquoi on les appelle intouchables? Parce en effet, on ne doit même pas les toucher. Voilà. Et donc c'est cette jeune fille qui doit avoir entre 10 et 12 ans, je dirais. J'ai donc rencontré lors de mon dernier voyage en Inde. Il faut savoir que les intouchables n'ont pas le droit de rentrer non plus dans les magasins, parce que pour le propriétaire du magasin, ça porte malheur. Et donc, très difficile de faire rentrer un intouchable dans un magasin. Donc, quand il vous demande quelque chose, généralement de la nourriture, c'était ce que cette jeune fille voulait. Elle voulait que je lui achète à manger. Donc, j'ai négocié avec le propriétaire du magasin pour pouvoir la faire rentrer, parce que je voulais acheter exactement ce qu'elle voulait et pas seulement quelque chose au hasard. Donc, c'était pas le propriétaire, mais l'employé qui était à la caisse. Et donc, il a été voir le propriétaire pour lui demander s'il pouvait la laisser rentrer. Le propriétaire est venu me voir, il m'a dit normalement ça se fait pas, mais bon, ok, fais-la rentrer. Dès qu'elle t'a montré ce qu'elle veut, elle ressort tout de suite, parce que donc c'est pas bien, faut pas laisser rentrer un intouchable dans son magasin, ça porte malheur. Donc cette petite jeune fille est rentrée avec moi dans le magasin, et ce qu'elle voulait c'était des gâteaux. Et donc c'était tout au fond du magasin en plus, et il y avait sans exagérer une cinquantaine de gâteaux différents, de boîtes de gâteaux différentes. Et ce qui est absolument fou, c'est qu'elle a choisi exactement ma boîte préférée, celle que je mangeais quasiment tous les jours. Et direct, elle m'a montré c'est cela que je veux. Et je me suis dit c'est fou, elle a choisi parmi 50 boîtes de gâteaux exactement ceux que je mange. On est ressorti de là. J'ai remercié chaleureusement le propriétaire de m'avoir laissé rentrer avec cette jeune fille dans son magasin. Et ensuite, dans la rue, on a marché côte à côte et je voyais bien le regard des gens était pas vraiment sympathique et ils comprenaient pas que je puisse rester à côté de cette jeune fille dans la rue. Donc j'ai fait cette photo et après je me suis séparé d'elle parce que ça aurait pu aussi lui attirer les ennuis à elle, en fait, le fait que je reste avec elle. Voilà. En tout cas, elle était extrêmement heureuse d'avoir ce petit paquet de gâteaux. Et petite anecdote, vous savez, quand vous sortez des supermarchés en France ou d'un petit magasin, vous prenez pas forcément la note. Et là, le jeune homme est sorti de la caisse et m'a couru après, il m'a dit « Monsieur, la facture !» Et je lui ai dit « Mais j'en ai pas besoin, merci !» Il m'a dit « Vous, non, mais elle, oui, parce qu'autrement, elle risque d'être accusée de l'avoir volé dans un magasin et ça pourrait très mal se passer, donc il faut qu'elle ait la facture avec elle. » Vous avez une question peut-être en rapport avec cette jeune fille ou une question sur les intouchables? On peut imaginer qu'elle est quand même, est-ce qu'elle est seule à la rue ou elle est quand même a priori dans une famille d'intouchables, hein? A priori, dans une famille d'intouchables. Après, c'est possible aussi qu'elle soit seule, mais je pense que jusqu'à l'adolescence, ils sont plutôt en famille. Oui. Ça me rappelle une autre, si on peut appeler ça une anecdote, c'est plutôt un petit événement aussi, quand tu étais à Katmandou, où un jeune homme t'a demandé du lait, je crois, pour sa famille, et que tu avais aussi des difficultés dans un magasin. Du lait en poudre. Et en fait, là, à ce moment-là, par contre, pour l'Inde, je savais qu'elle était intouchable et qu'elle ne devait pas rentrer dans les magasins. La première fois, je n'en savais rien. Et donc, bêtement, je lui ai dit, alors il devait avoir 14-15 ans, je dirais. Je lui ai dit, tu viens avec moi dans le magasin et tu me montres le lait en poudre que tu veux pour tes petits frères et tes petites sœurs.
Et il parlait pas bien anglais. J'ai vu la terreur sur son visage et il s'est mis à courir. Et il a couru dans le magasin. Et moi, je comprenais pas, donc j'étais en marchant et en arrivant près du magasin, j'entendais hurler à l'intérieur du magasin. Et il était tenu par les 2 propriétaires qui étaient en train de le mettre dehors, pas forcément de façon sympathique. Et quand il leur a crié que j'étais avec lui, le propriétaire est venu me voir et m'a incendié en me disant « Mais qu'est-ce que c'est que ça? T'as fait rentrer un intouchable dans mon magasin. Est-ce qu'il est vraiment avec toi ?» Je dis « Mais oui, il est vraiment avec moi. Je vais lui acheter du lait en poudre. » Donc il m'a montré vite fait le lait en poudre et je lui ai acheté. Quand je suis arrivé à la caisse, le propriétaire m'a redit une deuxième fois, ne me refais jamais ça, de me faire rentrer un intouchable dans mon magasin. Et ce qui a été l'épreuve la plus incroyable, c'est quand je suis sorti et que je lui ai donné, il s'est allongé par terre et il m'a embrassé les pieds. Et je me suis mis à pleurer. Et même là, aujourd'hui, ça me donne envie de pleurer parce que c'était intense, quoi. Il m'a dit, Comment vous communiquez avec eux? Parce que la barrière de la langue, elle est là, en fait, non? Oui. Après, il y a des gens qui ne parlent pas du tout anglais, et donc dans ces cas-là, ça m'est arrivé d'aller dormir chez des gens qui ne parlaient pas du tout anglais. Et dans ces cas-là, on redouble d'ingéniosité pour discuter avec les yeux, avec le sourire, avec les mains. Ça provoque des fois d'ailleurs des échanges beaucoup plus puissants que ceux qu'on peut avoir avec la parole, justement parce qu'on est obligé d'y mettre toute notre intention et toute notre énergie. Donc j'ai eu des fois des expériences avec des gens qui ne parlaient pas anglais, qui étaient peut-être plus denses qu'avec des gens qui parlaient anglais. Le fait qu'il y ait de plus en plus de tourisme fait que de plus en plus d'Anglais parlent anglais. À propos des intouchables, une autre fois, dans un petit village, des intouchables m'avaient demandé de leur acheter à manger ou de leur donner de l'argent et je leur avais proposé plutôt de leur acheter un dictionnaire. Et donc on avait acheté un dictionnaire népalais-anglais et le marchand m'avait dit bravo, c'est une très bonne initiative parce que c'est la seule solution pour ces enfants de rentrer en communication avec des gens qui ont de l'argent et qui sont susceptibles de leur en donner. S'il y a, avant peut-être d'autres questions, mais je voudrais qu'on présente les objets qui sont là, que tu nous expliques ce que c'est précisément. Et voilà. Bon, on va l'expliquer pour nos auditeurs. Le premier se présente comme sous forme d'un collier ou d'un chapelet plutôt. C'est exactement ça. Ça ressemble ni plus ni moins à la même chose qu'un chapelet pour les chrétiens. Il faut savoir d'ailleurs que ça a exactement le même nombre de perles, 108, et que ça sert exactement à la même chose, c'est-à-dire réciter des prières. Alors chez les chrétiens, ça va être, donc comme on a dit, Notre Père ou Je vous salue Marie. Là, ce seront des mantras qui sont des prières compassionnelles et d'amour. Donc on voit des gens dans le Haut-Himalaya qui égrènent ce qu'on appelle donc un mala, ce que les enfants ont entre les mains, en récitant des mantras. Alors c'est du bois c'est quoi précisément, puisqu'il y a des incrustations également à l'intérieur. Alors en général c'est fait en bois. Celui-ci a 2 particularités. La première, c'est qu'il ne comporte que 100 perles au lieu de 108. Je n'ai pas eu d'explication. La deuxième, c'est qu'il n'est pas neuf. Il a déjà été utilisé par quelqu'un qui s'en est servi donc pour sa fonction première, réciter des mantras. Et il est fait en os de yak. Et il y a deux petites parties métalliques. On dirait un peu des instruments de trompette ou. Oui. Alors là, ce sont des instruments rituels. Ça s'appelle des vajras et ça sert à communiquer avec le spirituel, avec l'invisible. On pourrait parler d'autres choses. Ce sont les tissus qui sont là. On sait que lorsqu'on voit, soit dans des livres ou dans des reportages, on voit très souvent ce genre de choses. Peux-tu nous expliquer ce que c'est précisément? Les drapeaux de prière. Moi, j'ai tendance à les appeler plutôt drapeaux de sagesse, parce que prière, ça a une connotation religieuse, et comme les bouddhistes ne croient pas en Dieu, je préfère dire drapeaux de sagesse. Ils ont donc, comme on peut le voir, différentes couleurs. Il faut savoir que chaque couleur a une signification. Ça représente en gros les éléments de la Terre, les éléments basiques de la Terre. Ils sont mis dans un ordre particulier. On ne mélange pas les couleurs du haut vers le bas. Ça a un sens particulier. Dessus sont écrits à nouveau des mantras, comme ceux qu'on récite avec le chapelet dit mala. Et ils sont construits dès la base de façon effilochée et un petit peu, on a l'impression qu'en fait ils sont usés, mais ils sont construits comme ça dès le départ. Leur fonction est très simple et c'est pour ça qu'on les retrouve dans les monastères et essentiellement sur tous les sommets. Chaque petit fil qui va partir du drapeau de sagesse, là où il va se poser, il amènera la pensée d'amour et de compassion qu'il y a décrit. J'aurais remarqué qu'il il est écrit où il y a des motifs sur chaque tissu. Oui, et sur le jaune, par exemple, il y a celui qu'on appelle le cavalier du vent, et c'est donc lui, en effet, qui transporte les prières d'amour et de compassion partout où il se dépose. Quelqu'un a-t-il une question peut-être sur ce qu'on a vu? Je crois qu'il y a encore un autre objet qui attire les regards. On peut peut-être aussi en parler. Oui, on va en parler puis on va l'entendre.
Donc oui, c'est un bol tibétain, un bol chantant. Donc c'est constitué d'un certain nombre précis d'alliages avec un pourcentage pour chacun. Donc c'est quelque chose qui se fait pas à la légère. Donc il y a des spécialistes pour faire ce genre de bol. Donc on va le faire sonner. On peut, très bien. Alors, il faut dire que ça n'a pas du tout il ne sert pas en cuisine. C'est vraiment un instrument, on peut dire, pratiquement rituel. Oui, on s'en sert aussi pour la thérapie. Parce qu'en fait, c'est vibratoire. Donc, ça émet un son et des ondes, des vibrations. D'ailleurs, on va pouvoir peut-être le poser dans la main des enfants pour qu'ils voient la vibration que ça dégage. Et c'est censé apporter du bien-être et même soigner. Alors donc, ça a une forme de bol. Et à côté, il y a, comment ça s'appelle ce petit? Un genre de maillet, oui. C'est un nom sans doute particulier, mais je ne connais pas. On peut l'écouter, parler, chanter ce bol. C'est étonnant parce que tout à l'heure j'ai essayé et j'ai pas réussi justement à le faire vibrer de cette manière-là. Le premier son, oui, c'est très simple. Le second est beaucoup plus difficile à réaliser. Alors, est-ce qu'il faut avoir aussi être dans un état particulier peut-être pour y arriver? Je crois pas. Non. Après, les premières fois que j'ai essayé, j'y arrivais pas non plus. Ça me fait te rassurer. On peut, qui veut le porter et puis le sentir. Voilà, Emma, allez. On va voir. On va. Dans tes mains, comme tu veux. Le mieux, c'est quand tu fais comme ça. Et tu vas sentir les vibrations dans la main, ça y est. Tu ressens quelque chose? Oui, des vibrations. Alors, il faut savoir qu'il en existe de différentes tailles, même certains où on peut même rentrer dedans en fait. Oui, il y en a des très grands dans lesquels on peut même s'asseoir quand on est enfant. Et il faut savoir que ceux-là, par exemple, dégagent des vibrations encore bien plus puissantes que celui-ci. Et on s'en sert ce qu'on appelle en sonothérapie. Et donc, on se place à l'intérieur. Le sonothérapeute ou le lama ou le praticien va faire un premier coup, juste le faire sonner et ensuite va le faire vibrer. Et il faut savoir que les vibrations vont pénétrer l'ensemble de votre corps et c'est un médicament en fait. Juste, puisque tu as cité à plusieurs fois le lama, à préciser que c'est pas l'animal. Hein. On faut peut-être le préciser parce que peut-être que certains n'auront pas compris ce que c'était le lama. Oui, un lama, c'est le chef d'une communauté religieuse. Oui. Bien de le préciser. Est-ce que quelqu'un veut encore on va pendant qu'il y a un autre son. Oui, bon, oui. Non, je voulais rien dire. Ça soigne quoi les vibrations en fait? La première chose de base, c'est comme tout dans le bouddhisme tibétain, c'est juste la compassion et l'amour. Donc ça envoie des ondes d'amour et de compassion, tout simplement. Après, il faut savoir qu'ils peuvent être construits pour donner un son en particulier, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Que chaque son correspond par exemple à un mot. Si vous avez par exemple des problèmes, je ne sais pas, de foie ou de poumon ou de cœur. Et donc les praticiens, eux, savent exactement, chaque bol peut correspondre. Alors, il y a des grands spirituels, de grands maîtres spirituels de l'Himalaya qui, en vous regardant, sont capables de dire de quoi vous souffrez physiquement, par exemple, ou même mentalement. Et ils vont vous sortir le bol qui peut correspondre à votre maladie. Si, par exemple, vous avez des problèmes de foie, il va le voir. Et il va sortir celui qui correspond à ça. Vous allez le prendre dans votre main, ou alors s'il est très grand, vous allez vous mettre dedans. Il va vous faire sonner et ça va vous aider à régler ce problème. Quelqu'un a-t-il... on va faire... Alice va nous dire si elle ressent... Ça vibre? Oui, un peu. Le mieux, c'est le tenir dans Un tout petit peu, oui. Donc là, on réécoute une dernière fois le son. Ça, au cours du voyage, tu l'as entendu souvent? Pas souvent, mais j'ai pu l'expérimenter. J'ai eu donc l'occasion de faire cet essai de rentrer dans un très grand qui fait quasiment la taille d'une table, donc de me mettre pieds nus et me mettre dedans et que le maître le fasse sonner. Et c'est vrai que déjà les vibrations sont intenses et on sent vraiment toutes les vibrations dans l'ensemble du corps, donc ça affecte chaque cellule du corps.
Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est pas forcément très ragoûtant, mais la première fois qu'on m'a fait ça, j'ai eu des maux de ventre intenses et le lendemain, j'avais des problèmes gastriques et je sais que c'était par rapport à ça, ça avait nettoyé quelque chose intérieurement. Et on me l'a fait aussi lors de mon dernier voyage le long de la colonne vertébrale comme un genre de bénédiction. Très bien, on peut peut-être, oui, encore une fois pour vous, hein, pas de jaloux. Hein. Ça fait partie de quelques objets que tu en as ramené d'autres que tu pouvais pas avoir là, bien sûr. J'ai pas ramené grand chose parce que tout ça pèse. Donc j'ai pas ramené grand chose et puis c'est pas vraiment le but. Le but c'est comme je te l'ai toujours dit, c'est avant tout une aventure intérieure. Donc c'est pas tellement une aventure des objets. Je voudrais que tu dises un mot aussi sur l'ensemble de tous ces voyages, les rencontres avec les populations, parce que tu as été accueilli dans beaucoup d'endroits. Tu as essentiellement aussi progressé dans ton cheminement seul. De temps en temps aussi avec des personnes que tu as pu rencontrer, mais tu l'as fait surtout de manière solitaire. Oui, solitaire, c'était pour ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire se découvrir soi-même, savoir qui on est vraiment. Et au retour, oui, évidemment, ça provoque des gros changements, parce que quand on revient dans sa vie au quotidien et qu'on a découvert, entre guillemets, qui on est, ça fait changer beaucoup de choses. Donc, au retour de ce premier voyage, ma vie a drastiquement changé. Ouais. Oui, je le sais pour en discuter avec toi avant que tu as été dans une autre vie, tu as été enseignant aussi. Ces multiples voyages t'ont changé et aujourd'hui, tu passes une partie du temps à écrire et aussi une autre partie du temps à présenter tes livres, faire des conférences ou faire ce que tu fais là un peu aujourd'hui avec nous. Le but, c'est... Alors, une chose extrêmement importante, c'est ce que je dis souvent dans les conférences, c'est quand on a un rêve, il faut absolument le réaliser. Et c'est la première fois que je viens dans un hôpital. Et ce que je dis souvent dans la conférence, je parle d'une femme qui a écrit un livre et qui travaille avec des gens qui sont à l'article de la mort, qui vivent leurs derniers jours. Et elle dit que dans 90, voire 99% des cas, ce sont des regrets et des remords qu'elle entend. Et quand je suis redescendu de l'Himalaya et que j'avais déjà tout ce bouleversement intérieur qui s'était produit, j'ai lu ça et je me suis dit mais c'est fou, je veux surtout pas me retrouver un jour en fin de vie dans un hôpital à me dire j'ai pas réalisé mon rêve, surtout que j'en avais un, c'était de devenir écrivain. Donc je me suis dit voilà, il est vraiment temps. Et ce que je dis dans les conférences, c'est si vous avez un rêve, réalisez-le, surtout réalisez-le, donnez-vous tous les moyens de le réaliser. Parce que c'est pas quand vous pourrez plus le faire, ça sera vraiment trop tard. Donc il faut vraiment le faire. Alors quand on est en plus avec des enfants, s'ils ont un rêve, il faut vraiment qu'ils le réalisent, qu'ils y croient. Est-ce que il nous reste quelques minutes, quelqu'un a-t-il une question ? Non, je voudrais moi revenir parce qu'on a là tu as parlé de toi et tout ce que ça a pu t'apporter. N'oublions pas qu'aujourd'hui l'Himalaya reste ou du moins la région de Katmandou qui depuis les époques bien reculées, les gens y allaient aussi pour retrouver la sagesse intérieure du temps des hippies, il y a eu beaucoup de monde. Aujourd'hui beaucoup de trekkers y vont aussi, c'est devenu une ville assez qui fourmille, où il y a beaucoup de pollution aussi que tu as rencontré et qui mène à l'Himalaya. Si vous avez vu les reportages, vous voyez toutes ces bouteilles à oxygène même qui peuvent traîner encore, c'est devenu absolument abominable. Donc peut-être ce que tu penses de tout ça. Alors c'est à tel point que l'État népalais est obligé de faire voter une loi qui oblige les organismes de trek à redescendre ce qu'ils montent avec eux. Pour vous donner un ordre d'idée, le camp de base de l'Everest, il y avait 1 tonne de déjection humaine. Et comme il ne dégèle jamais, c'est une montagne d'1 tonne de crotte, quoi. Donc il y a en effet un vrai problème écologique, ça c'est certain. Donc ils essayent de le prendre au sérieux et de trouver des solutions. C'est un petit peu compliqué. Après, ce que je souhaiterais, c'est que tous ceux qui entreprennent ce genre de voyage fassent comme j'ai pu le faire, c'est-à-dire appréhender le côté spirituel et intérieur, ne pas y aller dans une démarche juste de dire je vais voir l'Everest, je vais monter le plus haut possible, je vais aller me prendre en photo sur le sommet de l'Everest avec mon petit drapeau national. Essayer vraiment d'aller là-bas pour 2 choses. La première, c'est comme j'ai pu le faire, essayer d'avoir une reconnexion avec soi-même. Le deuxième aussi, et surtout une reconnexion avec la nature, dans sa force. C'est un des endroits où la nature est la plus forte. Et moi, ça m'a appris l'amour et le respect de la terre en général. Est-ce que malheureusement, t'as pas l'impression que aujourd'hui ça s'occidentalise de plus en plus et que c'est un peu irréversible et qu'on aura peut-être du mal à calmer le jeu, mais peut-être on n'arrêtera pas, hein.
Oui, c'est toujours, c'est souvent, il y a deux revers à la pièce. Hein, donc, il y a un bon côté, comme par exemple la scolarisation des enfants. Pratiquement tous les enfants de l'Himalaya maintenant vont à l'école. Bon, des fois, c'est au prix de 2 heures ou 3 heures de marche, hein, mais pratiquement tous les enfants vont à l'école. Donc, ils savent lire, écrire, compter. Généralement, parler très bien anglais. J'ai croisé des petits enfants de 10-12 ans qui parlaient bien mieux anglais que nos enfants de 10-12 ans ici en Occident. Et ça, c'est le très bon côté, évidemment. Le moins bon côté, c'est que depuis 2-3 ans, ils ont la télé partout, y compris à jusqu'à 4500 mètres d'altitude, avec une parabole. Donc, ils reçoivent toutes les chaînes de la planète et qu'ils voient ce que le modèle occidental tel qu'on veut aussi leur faire croire, c'est-à-dire un modèle riche, sans pauvres, où tout le monde a sa voiture, tout le monde a sa maison, tout le monde a un super travail, tout va bien. Et donc, quand on vous présente ça, évidemment, quel est l'intérêt de rester tout seul dans le haut Himalaya? Aucun. Donc, tous ces jeunes n'ont qu'un seul rêve, c'est de descendre en vallée, d'avoir un travail, une maison, des vêtements de luxe, un smartphone et tout ce qui va avec. Donc, irréversible, je ne sais pas, mais en tout cas, une grosse mutation actuelle. Ouais. On va en rester là. Une dernière question. Est-ce que tu y retourneras? Bien sûr. Merci Yann. De rien, avec plaisir. C'est fini, Zygospi. Zygospi, c'est l'émission des enfants de l'hôpital de Nantes. Zygospi.